Elle n'a pas résisté lorsqu'on lui a passé les menottes au stand de tir. Pas de badge, pas besoin d'explication, juste une femme silencieuse touchant des cibles impossibles, refusant de s'identifier. La salle d'audience de la petite ville se préparait pour une mise en accusation de routine, jusqu'à ce que de lourdes portes s'ouvrent. Un amiral de la marine, en uniforme de cérémonie, marcha silencieusement dans l'allée centrale. Les vétérans militaires se mirent au garde-à-vous. Le visage de la juge se vida de toute couleur lorsqu'elle lut les documents scellés. Et soudain, tout changea. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si cette histoire vous intrigue, pensez à vous abonner pour découvrir d'autres récits inédits de services extraordinaires et de héros qui marchent parmi nous sans jamais réclamer la reconnaissance qu'ils méritent. L'aube se lève sur un champ de tir civil isolé, sur la côte du Maine. Le brouillard s'accroche aux cibles alors que les tireurs commencent à arriver. Parmi eux se trouve une femme dans la trentaine, accompagnée de son fils, remarquable à tout point de vue. Elle porte un jean délavé, une veste grise unie et une casquette de baseball tirée bas. Rien en elle n'attire l'attention alors qu'elle marche calmement vers la ruelle la plus éloignée, portant une longue valise qui pourrait contenir n'importe quoi. D'un appareil photo spécialisé à du matériel de musique. Frank Holden, l'officier de sécurité du stand de tir, sirote son café matinal et observe depuis la fenêtre de sa petite cabine. 22 années dans la marine, suivies d'une décennie à diriger ce site, lui ont donné l'œil pour cerner les gens. La plupart des tireurs, il peut les catégoriser immédiatement. Des chasseurs préparant la saison, des compétiteurs avec leur équipement spécialisé, des guerriers du week-end jouant à des jeux tactiques ou des membres des forces de l'ordre en entraînement. Mais cette femme ne rentrait dans aucune case. Elle s'installe dans la voie la plus éloignée, assemblant méthodiquement son fusil avec des gestes maîtrisés qui trahissent des années d'expérience. Frank, policier à la retraite, la regarde depuis sa cabine alors qu'elle commence sa séance. Ses premiers tirs touchent le centre de la cible, avec une précision déconcertante. Puis, sans ajuster sa lunette, elle passe à des cibles de plus en plus éloignées, presque impossibles à atteindre. Frank remarque sa technique de respiration. Inspiration contrôlée en 4 temps, position stable, expiration relâchée au moment de presser la détente. Mais le plus révélateur était la manière dont elle ajuste sa visée au vent sans aucun équipement, détectant des variations que même des tireurs aguerris pourraient manquer. Un client nerveux s'approche de Frank. Cette femme au bout là-bas, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle touche des cibles qui ne devraient pas être possibles avec cette configuration. Et elle n'a pas de badge. 20 minutes plus tard, 2 policiers locaux arrivent. Ils s'approchent prudemment, les mains proches de leurs étuis. « Madame, nous avons besoin de voir une pièce d'identité et votre permis pour cette arme, » dit l'officier supérieur. La femme se retourne calmement, les mains bien visibles. « Il y a un problème, officier? Pièce d'identité et permis, s'il vous plaît. » Son visage reste impassible lorsqu'elle répond « Je ne les ai pas avec moi. » La fouille ne révèle ni portefeuille, ni téléphone, seulement une carte clé sans aucun marquage et un petit carnet contenant ce qui semble être des coordonnées. « Vous allez devoir nous suivre, madame. » Elle ne résiste pas lorsqu'on lui passe les menottes. Aucune protestation, aucune explication, juste une obéissance silencieuse qui, d'une certaine manière, déstabilise les officiers plus que ne l'aurait fait une résistance ouverte. Alors qu'il l'escorte vers la voiture de police, Frank remarque un détail troublant. Son regard scrute sans cesse la ligne des arbres, la route, la chaîne de montagnes au loin, comme si elle calculait quelque chose qu'elle seule pouvait comprendre. Le bureau du shérif de Coastal Harbor se compose de 3 petites cellules de détention, d'une zone d'enregistrement et de bureaux pour le shérif et 2 détectives. La femme reste silencieuse tout au long de la procédure,
ne montrant aucune résistance lors de la prise d'empreintes digitales, mais ne fournissant aucune information. Non, demande l'officier de réservation. Silence. Adresse, rien. Vous comprenez? Refuser de s'identifier est un crime, n'est-ce pas? Elle croise son regard avec des yeux calmes et fixes, mais ne dit rien. Le détective Marcus Wells prend le relais, tentant diverses techniques d'interrogatoire, des conversations amicales, des menaces implicites concernant des accusations fédérales, des mentions d'avantage à coopérer. Elle répond par un silence respectueux à chaque tentative. « Nous avons trouvé une vraie femme mystérieuse, plaisante un adjoint. Peut-être qu'elle est une espionne russe. D'autres rient lorsqu'elle est laissée seule dans sa cellule. De subtils changements apparaissent dans son comportement. Elle examine la pièce avec une précision mesurée, notant les positions des caméras, identifiant les angles morts, chronométrant les rotations des gardes. À travers la fenêtre de sa cellule, elle étudie attentivement la disposition du bâtiment, le marquage des sorties de secours et les protocoles de sécurité. Le prince est revenu bredouille, raconte Wells au shérif. Rien dans les bases de données locales ou nationales. Essayez la voie fédérale, suggère le shérif. Systèmes en panne. Le technicien dit qu'on peut réessayer demain. Un officier débutant lui apporte de l'eau alors qu'elle accepte la coupe. Sa manche remonte légèrement, révélant une petite cicatrice distinctive sur son poignet, le genre de marque laissée par des exercices d'entraînement spécialisés, comme des descentes en corde depuis des hélicoptères. « C'est une cicatrice intéressante, » commente l'officier. « Accident d'escalade, » répond-elle. Ses premiers mots depuis des heures. L'avocat commis d'office arrive en fin d'après-midi, épuisé, surmené et agacé. « Vous rendez les choses bien plus difficiles que nécessaires, » lui dit-il après 20 minutes d'inaction. Ils parlent maintenant de menaces terroristes. L'arme que vous aviez n'est enregistrée nulle part. Alors qu'on la prépare pour sa comparution le lendemain matin, Wells remarque quelque chose d'étrange. Malgré les accusations graves, malgré sa combinaison orange et ses menottes, elle affiche un calme inébranlable. Non pas la défiance d'une criminelle endurcie, ni la peur d'une personne en détresse, mais la patience de quelqu'un qui sait quelque chose que personne d'autre ne sait. Tandis que les adjoints l'escortent jusqu'au fourgon du tribunal, elle jette un bref coup d'œil vers le port où l'on aperçoit un navire au loin. L'espace d'un instant, un léger changement traverse son expression. Le palais de justice de Coastal Harbor date de 1897. Ses bancs en bois et ses balustrades ornées essayaient d'évoquer une époque plus simple. Aujourd'hui, il est bondé à craquer, des habitants curieux, des journalistes venus de Portland et, fait inhabituel, plusieurs hommes en costume sombre, positionnés stratégiquement dans la salle. La juge Eleanor Harmon paraît irritée en examinant le rôle. À la table des accusés, la femme est assise tranquillement à côté de son avocat commis d'office, exaspéré. « Votre honneur, je voudrais demander une prolongation. » La défense déclare « Mon client n'a pas coopéré et je n'ai pas pu me préparer correctement. » Un homme en costume se lève de la tribune. « Votre honneur, je suis l'agent spécial Thomas de la sécurité intérieure. Nous demandons le transfert immédiat de l'accusé en détention fédérale dans l'attente d'une enquête sur des menaces potentielles à la sécurité nationale. » Avant que la juge ne puisse répondre, une autre voix se fait entendre. « Le FBI est compétent ici, votre honneur. » Un autre homme en costume s'approche. « Nous avons des raisons de croire qu'il s'agit d'une enquête en cours. » La juge frappe du marteau. « Assez. C'est toujours ma salle d'audience. Nous allons procéder à la mise en accusation, puis j'examinerai les arguments de compétence. » Le greffier lit les chefs d'accusation. Possession d'armes à feu non enregistrées, refus d'identifier les forces de l'ordre, activité terroriste potentielle. L'accusé reste impassible.
le regard fixé vers l'avant, la posture impeccable. L'inspecteur Wells, assis au premier rang, l'observe avec une curiosité croissante. Quelque chose en elle ne correspond à aucun profil qu'il connaisse. Pas une terroriste, pas une criminelle, pas mentalement instable. « Comment plaide l'accusé ?» demande la juge Harmon. Avant que l'avocat commis d'office ne puisse répondre, les lourdes portes en chêne au fond de la salle d'audience s'ouvrent. Tous les regards se tournent lorsqu'un amiral de la marine, en grande tenue, entre. Les métaux brillent sous les néons. 2 officiers l'encadrent, tout aussi solennels. Le silence règne dans la galerie. Sans préavis ni autorisation, l'amiral s'avance directement dans l'allée centrale. Les vétérans de guerre présents dans la salle se mettent instinctivement au garde-à-vous. Même la juge se redresse. L'amiral s'approche du banc et tend un document scellé à l'huissier qui le remet à la juge Harmon. Lorsqu'elle brise le sceau et le lit, son expression passe de l'agacement à la surprise, puis à une profonde compréhension. Après un long moment, elle lève les yeux. À la lumière de ce document du ministère de la Défense, toutes les charges retenues contre l'accusé sont abandonnées avec effet immédiat. Cette affaire est classée comme une question de sécurité nationale. Elle frappe du marteau irrévocablement. L'audience est levée. La salle s'emplit de murmures confus tandis que l'amiral s'approche de l'accusé. L'huissier lui retire rapidement les menottes. Pour la première fois, la femme parle distinctement, sa voix autoritaire malgré sa douceur. « Monsieur, je vous prie de m'excuser pour la gêne occasionnée. » La réponse de l'amiral plonge la salle dans le silence. « Au contraire, commandant, la marine vous présente ses excuses. » Au mot « commandant », tous les militaires présents, y compris 2 huissiers, plusieurs observateurs et même l'agent Tma, adoptent une attitude de retenue parfaite, manifestement respectueuse. L'inspecteur Wells observe avec stupéfaction la transformation de l'attitude de la femme. Ne cherchant plus à se faire invisible, elle se tient droite, les épaules carrées, son allure militaire désormais pleinement reconnaissable. Sans cette posture volontairement banale, elle domine soudain la salle avec autant de puissance que l'amiral. La juge Harmon elle-même, ancienne officier du JAG, se lève et salue respectueusement l'amiral et la femme. « Merci de votre compréhension, votre honneur », déclare l'amiral. Le commandant Hayes opérait selon des ordres classifiés. La situation imposait la discrétion. Dehors. Au palais de justice, les journalistes réclament des informations tandis que la femme, désormais habillée en civil par les officiers de la marine, se tient à côté de l'amiral, près d'un SUV noir du gouvernement. Le shérif Daniels s'approche d'eux, l'air confus mais respectueux. « Amiral, avec tout le respect que je vous dois, mon service mérite des explications. Nous avons traité cela comme une menace terroriste potentielle. »« Shérif, je comprends votre inquiétude, » répond l'amiral. « Le commandant Hayes est l'un de nos agents spéciaux les plus décorés. Les détails de sa mission restent confidentiels, mais je peux vous assurer qu'elle ne représente aucune menace pour votre communauté. Bien au contraire. » L'inspecteur Wells s'avance. « Commandant, je vous dois des excuses. » Elle le regarde droit dans les yeux, ne se cachant plus derrière un air absent. « Inutile de vous excuser, inspecteur. Vous faisiez votre travail. » Un homme âgé, portant une casquette de la VFW, s'approche prudemment. « Excusez-moi, madame, j'étais corpsman chez les Marines pendant l'opération Tempête du désert. J'ai passé la matinée dans ce palais de justice. Je savais qu'il y avait quelque chose de familier dans votre comportement. » Il lui tend la main. « Merci pour votre service, quoi que vous ayez fait. » La femme lui serre fermement la main. « Merci pour le vôtre. » L'amiral consulte sa montre. « Commandant Hayes, nous devons y aller. L'opération Silent Harbor nécessite un débriefing et Washington attend votre rapport. » Le shérif Daniels écarquille les Legos. « Silent Harbor, l'opération antiterroriste qui a empêché l'attaque du port l'année dernière ?» L'amiral reste professionnellement vague.
Le commandant Hayes a rendu 12 années de services exemplaires à ce pays. Une grande partie de ces informations ne sera jamais connue du public. Un journaliste s'avance. « Commandant, souhaitez-vous faire une déclaration? »« Pas de commentaire, » répond-elle fermement. « Et j'apprécierais que vous respectiez ma vie privée. » Alors qu'ils se dirigent en auto vers le véhicule qui les attend, un événement remarquable se produit. Les forces de l'ordre présentes, y compris celles qui l'ont arrêté et détenu, forment un couloir d'honneur improvisé. Les militaires parmi eux la saluent à son passage. L'inspecteur Wells observe, comprenant enfin ce qui lui avait semblé si étrange depuis le début. Elle ne cherchait pas à dissimuler sa culpabilité. Elle était entraînée à dissimuler son excellence. Le coucher du soleil projette de longues ombres. De l'autre côté du champ de tir désormais vide, Frank, l'agent de sécurité, vérifie les derniers couloirs avant la fermeture. Un véhicule gouvernemental s'arrête et le commandant Hayes en sort. Son attitude est subtilement différente. Sans avoir besoin de dissimuler ses capacités, elle se déplace avec l'efficacité fluide de quelqu'un au sommet de son entraînement physique. « Je suis venue chercher mon équipement », explique-t-elle. Frank hoche la tête. Le shérif l'a fait renvoyer cet après-midi. Courrier spécial. Il récupère une mallette sécurisée au bureau. Tandis qu'elle en vérifie le contenu, Frank s'éclaircit la gorge. 20 ans dans la marine, moi-même sous-marin. Rien d'extraordinaire comme ce que vous devez faire, mais je me suis dit que vous aviez quelque chose de spécial. Elle sourit légèrement. La plupart des gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Ce fusil, ce n'est pas un équipement standard pour quiconque que je connais. Non, acquiesce-t-elle. Ce n'est pas le cas. Elle le sort, l'assemble avec une aisance experte et s'approche du couloir le plus éloigné. Sans lunettes, elle vise une cible à peine visible dans la lumière déclinante. Un tir impossible selon tous les critères. Le fusil émet à peine un bruit. Frank observe à travers les jumelles et confirme une visée parfaite. Elle démonte le fusil et le range soigneusement. « J'apprécie votre discrétion. Vous auriez pu intervenir avant l'arrivée de la police. Ce n'était pas ma place, dit Frank. Mais j'ai appelé quelqu'un après qu'ils t'ont accueilli. Un ancien camarade de la marine qui travaille maintenant au Pentagone. » Elle marque une pause, puis hoche la tête en signe de compréhension. « Merci. Reviendras-tu » demande-t-il alors qu'elle retourne à son véhicule. Le commandant Hayes regarde vers le port où les opérations navales se poursuivent, invisibles pour la plupart des civils. « Certains d'entre nous sont toujours là, » dit-elle doucement. « Vous ne nous voyez tout simplement pas. » En s'éloignant, Frank fait un salut parfait aux feux arrière qui disparaissent. 2 semaines plus tard, l'inspecteur Wells est assis à son bureau, examinant des dossiers lorsque son téléphone sonne. « Inspecteur Wells, » répond-il. « Inspecteur, ici l'amiral Wilson. Nous avons rencontré brièvement le commandant Hayes pendant l'incident. » Wells se redresse. « Oui, monsieur, que puis-je faire pour vous? » « J'appelle pour vous adresser une invitation. Le commandant Hayes recevra une distinction demain à la base navale de Norfolk. Étant donné votre implication dans la situation, elle a pensé que vous voudriez peut-être y assister. » Wells est surpris. « Je serais honoré, monsieur, mais je suis confus. Je l'ai arrêté. Parfois, les personnes qui nous mettent le plus au défi finissent par nous enseigner les leçons les plus précieuses. » L'amiral ajoute « La cérémonie est classifiée, mais nous pouvons organiser l'autorisation. » Le lendemain matin, Wells se rend à Norfolk, passe plusieurs points de contrôle de sécurité avant d'être escorté jusqu'à un petit auditorium. Le public est composé de moins de 50 personnes, principalement des officiers de haut rang et des militaires en civil, tous empreints d'une allure militaire inimitable. Wells prend place au dernier rang. La cérémonie commence sans fanfare, sans presse, sans photographe. L'amiral Wilson s'approche du podium. « Mesdames et messieurs,
Nous rendons aujourd'hui hommage au commandant Alexandra Hayes pour son service extraordinaire lors de l'opération Silent Harbor. Pour des raisons de sécurité, je ne peux que dire que le commandant Hayes a passé 11 mois sous couverture à identifier et neutraliser une menace critique pour notre sécurité nationale. Wells regarde le commandant Hayes s'avancer, vêtu de son uniforme officiel de la marine, orné de rubans et de décorations. Elle ne ressemble guère à la femme ordinaire qui l'avait arrêtée au stand de tir. L'amiral poursuit. Le commandant Hayes s'est imposé comme l'une de nos plus grandes expertes en contre-terrorisme et en guerre non conventionnelle après avoir obtenu son diplôme, première de sa promotion à Coronado. Elle est devenue l'une des premières femmes opératrices à intégrer le Naval Special Warfare Development Group, bien que cela reste confidentiel. Wells se penche en avant, commençant à comprendre l'ampleur de la personne qu'il avait menottée et traitée comme une menace potentielle. Au cours de l'opération Silent Harbor, le commandant Hayes a éliminé 16 menaces confirmées tout en maintenant une couverture profonde. Ces actions ont directement empêché une attaque coordonnée contre 3 ports de la côte Est, qui aurait entraîné des pertes humaines catastrophiques. L'amiral regarde directement le commandant Hayes. Lorsque votre position a été potentiellement compromise, vous avez maintenu la sécurité opérationnelle malgré les risques personnels, même lorsque cela a entraîné votre détention par les autorités locales. Wells ressent une pointe d'embarras, mais il remarque que le commandant Hayes hoche la tête respectueusement vers lui. Il n'y a ni colère ni ressentiment dans son regard. Après la cérémonie, Wells félicite le commandant Hayes. Elle explique que son arrestation faisait partie d'une couverture encore active. Les suspects avaient des contacts dans les forces locales. Un faux pas et 11 mois de travail étaient perdus. Un sourire. Et je savais que l'amiral interviendrait. Plus tard, l'amiral Wilson approche Wells. Si vous pensez à une reconversion, appelez mon bureau. Les 6 mois passent. Wells quitte la police portuaire pour rejoindre le NCIS. Un SMS anonyme arrive. Bienvenue à bord. Il comprend que Hayes veille. Bientôt, il élabore de nouveaux protocoles pour identifier les agents infiltrés. Un soir, Hayes réapparaît. Nous avons besoin de vous, une opération conjointe entre forces civiles et militaires. Il accepte. Le lendemain, ils se retrouvent au même stand de tir. Cette fois, laissez les menottes. L'opération Silent Harbor 2 commence, là où l'efficacité est invisible et les victoires silencieuses. À midi, le champ de tir devient un centre tactique. Des cartes couvrent les murs. Les couloirs sont transformés en zones de coordination. Wells arrive en dernier avec du matériel NCIS. Frank le salue. Merci pour l'hébergement. Difficile de dire non quand mon pays m'appelle. Le commandant Hayes rassemble les équipes. Une menace planifie un attentat dans les 48 heures, dans un rayon de 80 km. 3 sites civils sont suspects. On doit trouver lequel, sans alerter. Wells étudie les cartes. Impossible d'intervenir sans preuve solide. Hayes compte sur son expérience pour respecter la frontière entre militaires et civils. Les opérations s'enchaînent. Surveillance, renseignements électroniques, observation. Wells coordonne avec les autorités sans dévoiler l'opération. Frank observe, impressionné par leur efficacité silencieuse. Tard dans la nuit, une transmission codée est captée depuis un entrepôt abandonné appartenant à une société écran. L'imagerie thermique détecte 8 individus et des liasses d'argent. Hayes déclare « Légalement, ça doit devenir une opération civile. » Wells contacte les forces locales avec briefing limité. Avant l'aube, l'assaut a lieu. L'équipe Hayes reste en retrait. L'intervention est un succès. 8 arrestations, armes saisies, informations clés. À midi, l'équipe disparaît sans laisser de traces. Frank remet le stand en ordre. Wells le remercie.
Frank souriant. Selon les infos, je n'ai rien fait. Justement, Hayes revient. Ce coin attire les talents particuliers, dit Frank. Elle lui tend une carte avec un simple numéro. Si vous en voyez d'autres... Recrutement? Toujours, Frank. Les bons sont durs à repérer. Avant de partir, il lui demande « Tout cela était-il réel? Qu'en penses-tu? Parfois, se cacher, c'est se montrer. » 6 mois plus tard, Frank repère une jeune femme au tir précis. Rien d'ostentatoire, mais une maîtrise qui lui rappelle Hayes. Frank observe la jeune femme tirer avec précision pendant 1 heure. Lorsqu'elle termine, il s'approche. Tir impressionnant. Elle répond calmement, évoquant une équipe universitaire. Une couverture plausible. Frank joue le jeu, mais repère dans ses gestes une discipline familière. Après la fermeture, il compose un numéro donné par le commandant Hayes. J'ai rencontré quelqu'un d'intéressant. 20 ans, tir expert, mais gestes opérationnels. Réponse. On va se renseigner. Frank demande. Le commandant Hayes est-il toujours actif? Silence. Ce nom n'est plus dans notre base. 3 jours plus tard, elle revient avec un homme à l'allure d'un formateur. Ils tirent ensemble, complices. À la fin, l'homme aborde Frank. « Monsieur Sullivan, vous l'avez identifié en moins d'1 heure, elle est en évaluation. » Frank hoche la tête. « Doué, mais quelques indices. » L'homme sourit. « Parfois, le talent repère mieux que nos systèmes. » La jeune femme rejoint la conversation. « Qu'est-ce qui m'a trahi? » Un réglage du vent sans instrument. Hayes faisait pareil. Un regard échangé. Avant de partir, l'homme remet une enveloppe à Frank. Une carte de Naval Special Warfare. Un nouveau numéro. Si une collaboration vous intéresse, le lendemain, Frank découvre un colis, une lunette thermique et un module crypté. Une note manuscrite. Continue à regarder, Frank. Il reconnaît l'écriture. Hayes. Ce champ de tir n'est plus juste un terrain d'exercice. C'est un point d'entrée dans un réseau discret où ceux qui vivent dans l'ombre trouvent refuge. Frank comprend. Il veille à ce que ces ombres restent un endroit sûr. Et quand un autre tireur anonyme franchira la porte, il saura quoi faire. Parce qu'il sait maintenant ce qu'il regarde.